Bonjour. Chacun connaît cet épisode majeur de la bataille de France que fut le passage de la Meuse à Sedan. Mission apparemment impossible, confiée au général Guderian qui s'était vanté de pouvoir franchir le fleuve dès son arrivée sur place après avoir franchi les Ardennes. Je rappelle les faits. Lorsqu'il arrive devant Sedan le 12 mai au soir, tous les ponts ont sauté et la rive gauche, tenue par les Français, est solidement retranchée derrière des fortifications. 300 canons et 3 divisions l'attendent de pied ferme. À l'arrière, de très nombreux renforts sont avancés depuis le 10 mai pour soutenir cette première ligne de front. Il est prévu qu'ils devraient parvenir à Sedan le lendemain 13 mai. Disons-le de suite, ils n'arriveront jamais. Ce qui permettra aux historiens bien intentionnés de prétendre qu'ils n'existaient pas. Nous y reviendrons. Venons-en au 13 mai. Au cours de la matinée, puisque ni leur panzer ni leur artillerie ne sont encore parvenus en nombre suffisant sur la rive droite, les Allemands décident d'envoyer leurs avions pour bombarder les fortifications françaises. Bombardement apocalyptique, selon la version mythique. En réalité, un bombardement qui a duré toute la matinée, mais n'a détruit aucun blocos et n'a fait que 56 tués. Vers 15 heures, le bombardement s'arrête et les premiers fantassins tentent de franchir le fleuve en canot pneumatique, mais sans aucun armement lourd. Il manque des fusils et des mitraillettes. Ils sont immédiatement pris sous le feu croisé des défenseurs français et seule une poignée de survivants va parvenir à aborder la rive française, une 50aine d'hommes en tout. Mais ils ne peuvent pas progresser. Ils vont donc rester bloqués sur les rives du fleuve. Puis, toujours selon la version officielle, 9 panzers s'installent à 16h45 sur les bords de la Meuse, côté allemand, afin de couvrir la progression de ces éclairages, ce qui leur permet de quitter leur position sur la rive du fleuve pour partir à l'attaque des blocos et des milliers d'hommes qui les attendent. Et au miracle, voici que tout le monde s'enfuit devant eux, que les canons se taisent et que les renforts font tous demi-tour. Division de chars compris. Et tous les historiens, bien sûr, de citer les mots d'Hitler en apprenant ce fabuleux exploit. C'est un miracle, un véritable miracle. Ou ceux de Guderian, la réussite de notre attaque m'est apparue presque comme un miracle. En 2 mots, vous l'aurez compris, les théoriciens du Blitzkrieg croient au miracle. Quant aux militaires français et à ces mêmes historiens, ils ont expliqué cette intervention divine par une hallucination collective. Selon eux, 3 divisions auraient été saisies de panique en voyant des panzers allemands franchir la Meuse à la nage ou en la survolant. Et on comprend leur émoi devant un tel prodige. De la même manière, on comprend l'émerveillement des historiens puisqu'ils conviennent tous que le 13 mai, aucune des 3 divisions françaises qui défendaient Sedan n'avait de chars. Ils admettent également que les premiers panzers du général Guderian ne franchiront la Meuse que le lendemain, 14 mai, à 7h30 du matin. Et il y a donc unanimité. C'est bien un phénomène incompréhensible qui a provoqué la fuite de 3 divisions, l'abandon des fortifications et de l'artillerie, et la retraite d'une division de chars lourds et de plusieurs divisions d'élite prévues en renfort devant quelques dizaines d'éclaireurs allemands. Ce qui permit à M. Frieser d'écrire « Pour l'essentiel, les têtes de pont allemandes furent établies par 3 groupes francs qui attaquèrent pratiquement en solitaire. » Apparemment, pour les théoriciens de l'incompréhensible, rien à redire à tout cela. Rien n'est plus normal. Voyons maintenant la réalité révélée par les archives de la bataille. Tout d'abord, rappelons quelles étaient les défenses françaises sur la rive gauche de la Meuse de Sedan dans la matinée du 13, au moment où les fantassins allemands
s'apprête à franchir le fleuve. La densité moyenne de blocos était de 5 km, c'est-à-dire un blocos par 200 mètres de front, même si les volets d'embrasure manquaient à 32 d'entre eux. Les principaux ouvrages d'artillerie étaient terminés. Cette ligne de front était étagée en 3 lignes successives. La première, le long du fleuve, comprenait de nombreux petits bunkers abritant 2 ou 3 hommes servant une mitrailleuse, ceux qui ont bloqué les fantassins allemands jusqu'à 17 heures. Heure à laquelle eurent lieu les premières hallucinations. Parfaitement camouflées dans la nature environnante, ces positions de résistance étaient réparties sur quelques centaines de mètres en profondeur et reliées par des fossés anti-chars ou des tranchées à ceux de la seconde ligne, afin de pouvoir prendre les assaillants sous un feu croisé. Puis venait la troisième ligne, dominant les 2 autres et surplombant la Meuse depuis le plateau. Celle-ci comprenait de puissants blocos, abritant une vingtaine d'hommes et armés de canons et de mitrailleuses. Ces points d'appui étaient entourés d'un réseau de petites casemates en charge d'assurer leur protection contre les fantassins, à hauteur de Ballan et de Goulier, face à Sedan et aux zones où les Allemands avaient prévu d'installer les 3 ponts flottants qui devaient permettre aux panzers de passer le lendemain. Il y avait 3 grands blocos disposés de manière à pouvoir répondre à une attaque venant de la rive droite, donc du nord, mais également à assurer leur protection mutuelle selon le même principe de feu croisé. Surmontant les blocos numéros 101 et 102, ainsi que cette toile d'araignée défensive de points de résistance, on trouvait le puissant blocos d'artillerie numéro 103, dit de Bellevue, situé au-dessus des 2 autres, ainsi que la casemate d'artillerie de Donchery à 6 km à l'ouest, qui devait protéger celle de Bellevue. Chacun de ces blocos était armé de 2 canons anti-chars, 2 mitrailleuses et 2 fusils mitrailleurs. Ils avaient des murs de béton armés de 1,75 m d'épaisseur et une dalle supérieure de 1,50 m. On admettra donc que sans les miracles que nous connaissons, les Allemands auraient dû, ainsi que l'avait prévu le général Gamelin, amener sur place des centaines de canons et 100 000 tonnes de munitions pour espérer annihiler ces défenses. Et ceci impérativement avant le 14 mai, puisque les puissants chars lourds français et les divisions d'élite censées venir à la rescousse devaient arriver au plus tard dans la soirée du 13. Ce que n'ignoraient pas les Allemands. Pour bien comprendre à quoi correspondent ces miracles, sans lesquels jamais Guderian n'aurait pu poser ces 3 ponts indispensables pour franchir ce fleuve large de 70 mètres et profond de 10, il suffit de faire appel à la plus élémentaire logique. En effet, puisque nous savons aujourd'hui qu'une trahison lui a permis de réaliser ce miracle, mettons-nous à la place des comploteurs. Pour effondrer une telle ligne de défense appuyée sur un fleuve aussi puissant, il fallait dans un premier temps détruire les blocos d'artillerie qui couvraient la zone, en particulier celui de Bellevue. Selon la version officielle, cette besogne aurait été menée à bien par les 9 panzers positionnés sur la rive droite à 1200 mètres de là. Or, cette proposition ne tient pas, pour 2 raisons. D'abord, parce que le blocos en question se serait défendu, et ses canons anti-chars n'auraient fait qu'une bouchée des panzers exposés sur l'autre rive. Deuxièmement, parce que la façade exposée en direction de la Meuse, donc celle qui aurait dû recevoir les obus allemands, ne comporte aucune trace d'impact. Comme vous le voyez sur les photos derrière moi, prises après la bataille, elle est immaculée. Troisièmement, parce que la brèche qui a éventré le blocos se trouve à l'arrière de celui-ci, donc hors de portée des panzers. Et c'est ici qu'intervient un autre élément magique du conte, la théorie de l'obus magique. En effet, si l'on suit les théoriciens de l'invraisemblable, un obus tiré par un des panzers serait entré par la minuscule ouverture du créneau blindé faisant face au nord, qui aurait traversé tout le bunker
avant de pivoter à 90 degrés plein est pour venir exploser la porte blindée située à l'arrière du blocos. Autrement dit, un exploit digne de la version enchantée. Voyons maintenant ce que nous disent les nouvelles archives de la bataille. Premièrement, qu'il y avait bien des chars sur la rive française. Et pas des panzers, mais des chars français. Deuxièmement, qu'ils étaient sans doute cachés dans les bois ou dans une caserne environnante en attendant que le bombardement apocalyptique prenne fin. Troisièmement, qu'ils étaient accompagnés de fantassins de sections spéciales cagoulardes, autrement dit, de la 5e colonne française. Quatrièmement, que ces chars et ces fantassins ont été repérés pour la première fois à 12h30, puis qu'ils se sont attaqués à la fois au blocos de Bellevue et aux autres blocos entre 14h45 et 17h, heure à laquelle les premiers fantassins allemands, une fois débarrassés des artilleurs et mitrailleurs français, ont pu amorcer leur attaque en remontant les berges en direction du plateau. Et la tactique des cagoulards français est maintenant aisée à comprendre. Il s'agissait d'ouvrir le chemin aux fantassins allemands en attaquant à revers les blocos d'artillerie les plus importants, puis les divers points d'appui. Voilà pourquoi les quelques dizaines d'hommes des lieutenants Cortals et Courbières et les 11 hommes de l'adjudant Rubert ont pu s'emparer de la première ligne française. Aucun miracle à cela. Juste une parfaite coordination entre le bombardement apocalyptique censé avoir détruit les fortifications et fait taire l'artillerie et l'action du char cagoulard devenu pour les besoins du compte des panzers volants. Nous avons donc une démonstration de la parfaite entente entre les gouvernements allemands et français après la guerre, puisque tous deux ont dissimulé les archives. En effet, les archives allemandes décrivent elles aussi l'apparition de chars sur la rive gauche vers 12h30. Des chars donnés pour français. Or, qui en parle parmi les théoriciens de l'incompréhensible? Personne. Pas un historien n'a jusqu'ici évoqué les archives allemandes, pourtant disponibles avant l'ouverture des archives françaises en l'an 2000. Alors il reste évidemment à comprendre pourquoi 3 divisions ont quitté le front devant ces quelques chars, et pourquoi les renforts prévus ont fait demi-tour. Pour cela, revenons vers ces maudites archives qui n'intéressent personne. Que nous disent-elles? D'abord que, à l'annoncé des concentrations allemandes devant Sedan, le général Georges, commandant en chef sur le front du Nord-Est, a finalement ordonné aux réserves d'accourir. Parmi elles, 2 bataillons de chars légers. Dès la matinée du 13, tous ces renforts, maintenus en seconde ligne à une quinzaine de kilomètres au sud de Sedan, prennent la direction de la première ligne pour soutenir les 55e et 71e divisions d'infanterie qui tiennent le front de Sedan. Donc, 6000 fantassins soutenus par 80 chars des 4e et 7e bataillons de chars légers. Largement de quoi combler les pertes après le bombardement apocalyptique. Ces troupes de classe A sont fraîches et entraînées. Leur morale est excellent et elles sont bien commandées. Elles sont les premiers éléments rapides prévus par le général Gamelin pour fermer son piège sur la Meuse, en attendant l'arrivée de la 3e division cuirassée et de la 3e division d'infanterie motorisée prévue pour le lendemain. Or, voici qu'à 15h45, sous prétexte de l'arrivée des chars volants, le général Ronsard, commandant le groupe d'armées auquel appartiennent les 55e et 71e divisions, donne l'ordre au 12e et 64e groupe de reconnaissance de se diriger vers la 2e ligne. Puis à 18h, il donne l'ordre à toutes ses troupes de quitter le front pour partir en seconde ligne. Enfin, à 20h, il amplifie encore le mouvement en stoppant les renforts déjà en route pour la première ligne.
Toutes ces unités doivent interrompre leur marche en avant et se replier en direction de Stone, le Mont-Dieu, à 20 km en arrière du front. Des bataillons entiers de chars, d'artillerie et d'infanterie sont ainsi envoyés en seconde ligne le 13 mai, dès 15h45. Et on imagine cette masse énorme composée de milliers d'hommes, de canons, de chars, reculant comme un troupeau aveuglé devant quelques dizaines de fantassins allemands disséminés sans pouvoir progresser le long de la berge française et sans le plus petit armement lourd. En conclusion, vous avez pu constater à nouveau la parfaite synchronisation des ordres donnés par Ronsard avec la progression des fantassins allemands. Vous avez pu constater que la théorie d'une panique due à une hallucination collective ayant concerné 3 divisions ne tient pas debout une seconde. La proposition de départ, selon laquelle tout, absolument tout, est faux dans la version Blitzkrieg, commence donc à se vérifier. Il nous reste donc à prendre connaissance des nouvelles archives et des preuves matérielles détaillées concernant ce 3e pilier de la religion d'État, les miracles sur la Meuse. Pour cela, vous avez évidemment le choix puisque de nombreux ouvrages d'historiens traitent aujourd'hui du sujet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain film qui nous permettra sans doute d'abattre le 4e pilier du Temple, selon lequel l'excellence de l'audacieux plan Manstein aurait totalement dépassé les vieux généraux alliés. Donc, à bientôt, peut-être, si les grands censeurs nous laissent la parole.